Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Julien Mattern est de retour à l'émission et aujourd'hui, il s'adresse à nous pour nous parler de l'histoire de la NES ou encore de la Nintendo Entertainment System. Cette console de jeu, qui a été distribuée à partir de 1985, est sans aucun doute une des consoles de jeu les plus populaires, celle-ci étant la 13e console de jeu la plus vendue à travers le monde, avec plus de 62 millions d'unités. Avant de commencer cette chronique, moi et Julien, on parlait justement de ces vieilleries qu'étaient le Texas Instruments et le Commodore 20, Commodore 64, etc., etc., etc. Et on se rappelait les magnifiques petites cassettes audio qu'on mettait dans le Texas Instruments, puis les fameux disquettes qu'on mettait dans le Commodore 20 et 64. Et puis finalement, on a décidé que, peut-être qu'une autre fois, on en reparlera, mais là, on va peut-être tomber à quelque chose d'un petit peu plus raisonnable et on va commencer dans le jeu vidéo, dans cette chronique de jeux vidéo avec le Nintendo de base. Ouais. On est vieux, hein. Mais on parle de quelle année, la création de Nintendo? Nintendo, la compagnie, elle date que je pense de l'après-guerre. J'ai pas la date exacte. C'est une compagnie qui, au départ, s'occupait de faire des jouets puis d'entretien, je crois, d'arcade, des trucs comme ça, un peu comme Sega faisait aussi. OK. Leur première console était la Game & Watch, qui était une portable avec un jeu préinstallé dedans. On avait Donkey Kong, des trucs comme ça, qui étaient leur propre licence, dans le fond, qui ont vendu à Coleco à l'époque, des trucs comme ça. La NES, elle est sortie en 1983 au Japon. Je crois que c'était en 85 aux États-Unis. C'est la première console 8 bits, la première console de salon, qui a lancé un peu officiellement le monde du jeu vidéo, parce qu'au départ, la Game & Watch était pour eux un jouet. C'était un manufacture de jouets. Il ne faut pas oublier que Nintendo ne faisait que ça. Donc, puis en plus, c'est la première fois qu'on utilise le terme centre de divertissement maison informatique. C'était pas une console de jeux vidéo, c'était un centre de divertissement. Okay. Grosse différence. Oui. Je sais que là, maintenant, Sony et Microsoft le galvaudent ce terme allègrement, mais Nintendo était le premier à le faire à l'époque. Donc, ça a commencé avec ce qu'on appelle la Famicom, qui était le nom japonais de la Nintendo Entertainment System ici, ou mieux connu sous le nom de NES en Amérique du Nord et en Europe. Dans le fond... Puis juste pour ceux qui sont habitués d'avoir plein de consoles mais qui ne sont pas capables de la replacer, si je ne me trompe pas, la Nintendo, c'est celle avec le petit boîtier que tu ouvres en le haut, tu rentres ta cartouche par en avant puis tu la rebaisses par la suite. Et voilà, c'est ça. Puis, mais pas au Japon. Au Japon, c'est un top loader. Il y avait, comme le Coleco, c'était la cassette allait sur le dessus. OK.
Elle était rouge Un peu et comme le blanche. Sega. Ouais, c'est ça. Elle Ok. était rouge et blanche et les manettes étaient fusionnées. On ne pouvait pas enlever les manettes. Les manettes qu'on pouvait débrancher ont été créées par la suite parce qu'ils se sont rendus compte que c'était trop compliqué de remplacer et de réparer. Oh. Oui, bien effectivement, si tu as une manette qui casse, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu perds toute ta console au complet. Yeah. D'ailleurs, on revient un peu sur le terme. Oui, ça, effectivement. Ben là, ils réparaient parce qu'on crée des centres de réparation pour ça quand ça commençait à vendre énormément. D'ailleurs, c'est la console la meilleure vendue de sa génération, que la deuxième génération de console. On parlait j'ai la note ici. On disait que 37% des maisons japonaises avaient une Famicom et 30% du marché américain avaient, des maisons américaines avaient une NES. Donc, c'est énormément. Ben oui. C'est des millions Ben, d'unités. c'est une personne sur 3. Une personne sur trois qui avait un NES à la maison. Dans le fond, le terme Famicom, genre, on parlait de Entertainment System. Famicom voulait dire Family Computer pour les Japonais. C'était un peu, mais ils ont dit d'abandonner le nom parce que c'était peut-être moins vendeur pour les Américains. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 80, il y a eu le crash du jeu vidéo. À ce moment-là, Nintendo était la première à revenir avec une console. D'ailleurs, il n'était pas pris au sérieux parce qu'il y avait une compagnie de jouets qui arrivait avec une console dans un monde qui était dominé par Atari et Coleco. Mais eux, qui venaient de se péter la gueule, mais royalement, la part des Toys R Us de ce monde et compagnies disaient les jeux vidéo, ce n'est qu'une mode, ça ne durera pas. Nintendo, on va la vendre, votre bébelle, mais Ça marchera ça pas. marchera pas, on y croit pas. Bon, à 37% puis 30%, je crois qu'ils ont fait mentir beaucoup. Ils ont relancé pratiquement à eux seuls l'industrie du jeu vidéo. Ce qui est intéressant avec Nintendo, dans le fond, c'est que eux, ils avaient décidé pourquoi la manette, un peu c'est la même philosophie qu'on a avec la Wii, avec la Wii U et avec la Switch actuellement. Puis il faut voir que sa philosophie remonte à loin. Quand on parlait de Nintendo, ils composaient contre des gens qui avaient des disquettes souvent. C'est beaucoup de l'informatique à ce moment qui avait du jeu vidéo. Quelques consoles avaient des cassettes comme la ColecoVision, mais c'était plus rare un peu. Ils avaient décidé de faire la cassette sur le fait que pour eux, ça semblait plus accessible pour une famille d'avoir une cassette qui semble plus solide que d'avoir une disquette. Ça faisait moins technologique, moins apeurant pour les parents. La manette, même chose. On a le choix entre un clavier, comme la plupart des consoles de l'époque, ou un hybride, un peu comme la ColecoVision qui avait un numpad et un joystick. La manette a 2 pitons, parce que pour une famille... Ça, c'était quelque chose de nouveau. C'était révolutionnaire parce que si je me rappelle bien, effectivement, tu avais juste le joystick avec ton piton sur le dessus. La puis croix c'était... avec les 2 pitons, c'est Nintendo. C'était leur copie sur leur console portable, la Game & Watch, qui avait le même système à l'époque. Mais ça a été la première compagnie à amener la manette à multi-boutons. Comme on la connaît, oui. C'est ça. Ben, Coleco l'avait, mais Coleco, c'était un numpad. On avait les numéros de 1 à 9 avec le dièse et compagnie. Ça, je me rappelais pas de ça. Puis un joystick. Mais c'était vraiment... ça ressemblait plus à c'est une espèce d'hybride dans un clavier. C'est comme avoir un téléphone dans les mains. C'était vraiment un téléphone portable entre les mains. C'était gigantesque comme manette. Mais oui, il y avait ça. En réalité, c'était comme le mix entre un Nintendo et un Commodore 64. Mettons, ouais, c'est ça. C'était quelque part, c'est l'entre-deux, mettons, qui est arrivé à ce que Nintendo a fait. Fait que Nintendo n'a pas rien inventé. Ils ont juste pris des concepts déjà existants. Ils ont posé la question. Ils l'ont amélioré en se posant la question qu'est-ce que les familles veulent. Donc, ils l'ont fait avec la Wii, ils l'ont fait avec la Wii U, ils l'ont fait avec toutes leurs autres consoles par la suite. Ce n'est donc pas une philosophie nouvelle chez Nintendo. Nintendo, par contre, petit ton au tableau, était aussi une des premières compagnies, c'est pas long au tableau, le long au tableau s'en vient, c'est à aussi aider les third-party companies, les sous-traitants, les compagnies qui font des jeux vidéo pour eux. Parce que la part des compagnies avant faisaient beaucoup des jeux vidéo maison. Atari ne faisait que des jeux vidéo pour Atari. Coleco prenait des jeux vidéo que pour Coleco sous licence, parce que Nintendo a fait des jeux pour Coleco, qui étaient Donkey Kong et d'autres jeux comme ça. Par contre, c'était sous licence, ça n'était pas produit. Le modèle d'affaires de Nintendo à l'époque, en se disant, le monde pense qu'on va se péter la gueule, ce qu'on va faire, on va donner le seul manufacture de nos cassettes. Donc, la cassette en tant que telle, Nintendo les fabriquait tous. Et on va les vendre à nos sous-traitants qui vont mettre le jeu qu'ils veulent dessus. Puis, c'est le même qu'on va faire notre argent. Puis, ça a très, très bien marché. Non seulement ça a amené un peu tout le monde des jeux de troisième partie. Les EA de l'Electronic Arts de ce monde ne seraient probablement pas là sans Nintendo. Par contre, long au tableau, c'est que souvent, il y a des compagnies qui recevaient moins de cassettes que d'autres. Il y a des jeux qui sont extrêmement rares. D'ailleurs, c'est pourquoi ça qu'on a un marché de collectionneurs assez intense dans la NES. Parce qu'une compagnie pour recevoir, mettons, une grosse compagnie comme, je sais pas, mettons, on dirait, à l'époque, c'était pas aussi gros que c'était, elle recevait, 3 millions de cassettes à mettre ce qu'ils veulent dessus pour leur jeu. Puis l'autre compagnie à côté, vu qu'il y en avait moins, ça avait genre 100. Fait qu'il y avait 100, même si le jeu était super bon, ben eux, ils en avaient reçu 100 parce qu'ils faisaient moins d'argent Nintendo à ce moment-là. C'est un peu l'ombre au tableau de ce système-là.
L'autre affaire, c'est qu'il fallait, c'est que ces jeux-là avaient une chip dedans, qui faisait que seulement les licenciés pouvaient vendre le jeu. Donc, il y a eu beaucoup de poursuites, beaucoup de blabla là-dessus, sur le fait que beaucoup de compagnies n'ont pas pu vendre de jeux sur Nintendo parce qu'ils n'étaient pas autorisés. Et il y a eu une censure aussi, parce que Nintendo, il faut se rappeler qu'à l'époque, leur focus était sur les familles. Donc, les jeux violents, non, 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 monsieur. OK. Mais je vais revenir un petit peu en arrière, parce que tantôt, tu disais qu'il y a des compagnies... il y avait comme il était capable de faire des jeux, mais pas sur Nintendo. J'ai pas... Il était capable... D'abord, tout le monde pouvait faire un jeu sur Nintendo. Nintendo permettait à des compagnies qui leur achetaient leurs cassettes et leur versaient des droits de faire des jeux. Par Donc, contre, Nintendo avait un contrôle. avait un contrôle total. OK, c'est correct. À un certain moment donné, il y a certaines compagnies qui ont bypassé le système, comme Atari, puis d'autres compagnies plus grosses qui ont aussi qui n'avaient pas des licences à cause de la censure de Nintendo sur les jeux violents, avaient décidé qu'ils allaient bypasser Nintendo et ont créé leur propre chip pour contrepasser la chip de Nintendo. Donc, on pouvait quand même utiliser sur la console Nintendo les jeux d'Atari, mais Nintendo n'avait pas une scène Mais là-dessus. ça a été poursuivi Oui, c'est normal, long je comme le comprends. bras. Mais ces jeux-là sont encore disponibles parce qu'ils ont été vendus quand Oui. même. Fait que c'est des jeux qui sont quand même très très rares. Techno, je pense qu'il y avait aussi, puis il y avait Harmony Gold. En tout cas, quelques compagnies qui ont été plus ou moins droites avec Nintendo, mais il faut dire que Nintendo avait vraiment une main de fer sur leur marché. Ce qui a aussi permis la renaissance ou l'arrivée de Sega sur le marché, ce fait que Nintendo ne veulent pas, venez-vous-en! Ouais. Fait OK. que ça a ouvert Nintendo un peu par malgré eux, ont perdu leur le monopole qui s'était créé à cause de ça. Mais ça a été, comme je dis, sans Nintendo, l'industrie du jeu vidéo actuellement serait très très différente. On blâme beaucoup Nintendo actuellement pour être une console une compagnie qui va beaucoup faire seulement des jeux de leur propre compagnie, mais c'est eux qui ont lancé beaucoup des compagnies que vous aimez actuellement, qui les ont aidés à se lancer. Donc, ensuite de ça, quel autre point? Elle a été discontinuée en 1995, donc une durée de vie assez longue. On parle de presque plus que 10 ans pour une console. Ouais, 12 ans. Ce qui est très- 12 ans, si on calcule le marché japonais, Japonais. mais c'est 10 ans pour le marché américain. C'est ça, fait que c'est très très long. Généralement, une console va une durée de vie de quoi, 5 ans. Aujourd'hui, c'est très rapide, là. Peut-être Sony qui généralement s'obstine plus longtemps à durer leur console. Je pense plus par une question de principe qu'une vraie réalité parce que oui, la PlayStation 2 a été discontinuée là, je pense 3 ans, mais s'il y avait des jeux qui ont été faits pendant 10 ans, non. C'est ça. Parce que Nintendo a eu des jeux jusqu'à la fin. Puis même encore après. Dans le fond, comme je parlais tantôt, ça a été lancé de leur manette, c'était la Game & Watch. Dans le fond, aussi, au départ, ce que Nintendo voulait, il y avait c'est fait intéressant qu'on parlait des périphériques. Nintendo a lancé beaucoup de périphériques hautement technologiques quand il le met aux États-Unis. Qu'est-ce Comme que tu veux dire? Le Power Glove, qui était une manette dans un Tu veux gant. dire l'accessoire. L'accessoire, ont beaucoup travaillé sur les accessoires. Le petit robot Toby, je me souviens qui s'appelait, que tu pouvais contrôler avec la cassette, mais qui ne servait pas grand-chose si tu n'avais pas la cassette. Le fameux gun pour Duck Le Hunt. zapper qui venait avec la version nord-américaine, mais Ouais. qui marchait avec juste un seul jeu qui était Duck Hunt, et peut-être d'autres, je ne m'en souviens pas. Mais tout le monde a joué à Duck Hunt, c'est sûr. Fait que tout le monde se rappelle du zapper pour Duck Hunt. Le Power Glove, le Toby. Ils ont essayé de sortir un clavier aussi à un certain moment donné. Ils sont allés contre leur instinct, ils ont essayé de sortir un clavier avec une espèce de NES de luxe qu'ils voulaient sortir. Ils se sont Planté. plantés. Non, mais tu peux pas toujours avoir réussite, là. Non, c'est ça. Ben, Nintendo, comme je dis encore une fois, est souvent victime de ses propres choix. Il révolutionne quelque chose, ça va au bout, mais il essaie peut-être de pousser l'enveloppe un peu trop loin des fois, d'aller contre l'instinct. Puis, non. Ouais. Dans ce cas, ça n'a pas marché. L'autre chose qui est intéressante par rapport à ça, c'est que malgré le fait que l'arrivée de la Genesis, à peu près, je pense, au début 90, Nintendo a quand même fait 3 ans, même plus, avant de sortir la Super NES, qui était le successeur, parce que les ventes de la NES étaient encore assez bonnes pour dire qu'à cause de la popularité de tout ce qu'il y avait en arrière, puis de la collection de jeux, que même la Genesis, qui était vraiment beaucoup plus puissante, qui était une console de meilleure qualité en règle générale, n'arrivait pas à la surplanter. C'était-tu surplanté au niveau graphique Des ou ventes. surplanté? Ah, OK. Au niveau des ventes et la popularité, parce que la NES avait tellement un marché. Ben, fort. il était bien implanté, placé. Oui. c'est ça. On parle d'une famille sur 3 qui en a un. Ça fait que c'est dur de déplacer Puis à ça. cette époque-là, les jeux vidéo avec l'inflation, ta console, tu as payé 200$ à l'époque, mais 200$ en 1980. On c'est paye pas quoi, 200$ 300-400 aujourd'hui, aujourd'hui. c'est Là. ça. Ça fait que tu sais, c'est quand même beaucoup plus d'argent de l'époque qu'aujourd'hui. Là. Je peux pas faire le ratio d'argent, mais C'est ça. moi, je pense qu'on serait pas loin du 1000$ pour la console. Là. Et voilà. Donc, c'est certain. Puis, on jouait des jeux. J'ai regardé les vieux catalogues de Toys R Us sur Internet l'autre jour. C'est qu'on avait des cassettes à 60$ à l'époque déjà. C'est 150$ passé probablement aujourd'hui. Là. Ouais. Puis les parents ne voulaient pas changer nécessairement. Donc, tu avais un marché d'un tiers de la population qui avait ça.
très implanté avec une énorme collection de jeux. C'était pas vraiment délogeable. Ce qui est intéressant, c'est que Nintendo, un peu malgré eux encore, mais on sont un peu allés avec le courant, ont été la première, à cause des cassettes justement, ont été la première console à avoir des locations dans les clubs vidéo. Oui, les clubs vidéo, ça n'existe pratiquement plus aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, mais à l'époque, il y en avait à tous les coins de rue comme des Tim Hortons. Ouais. Même plus. Même plus. Des fois, tu en avais 2 collés un à côté de l'autre. Donc, certainement, au début, ça les dérangeait sur le fait que vendre une cassette, ils ne gagnaient rien en vendre une cassette en club vidéo. Ils vendaient le prix de la cassette. Le club vidéo, lui, se remplissait les poches à la louer toutes les semaines, puis il pouvait même la cassette à louer la semaine même de la sortie. Durabilité de la cartouche. Parce que tu dis, ouais, ça mettait plein les poches. Je suis pas si sûr que ça. Parce que d'abord, le problème de la location, c'est que tu perds un contrôle sur ton environnement. Ce qui veut dire que la cartouche, si elle atterrit sur quelqu'un qui est responsable, il va y faire attention. Mais si elle atterrit chez un gars qui ressemble à Oscar dans Oscar et Félix, on s'entend que le barbecue, puis la banane, puis tout va y passer à l'intérieur, parce qu'il ne fera pas attention. C'est fini, là. Ah oui. On parle de la durée de vie, la durabilité du produit, comment qui était. Très bonne. En général, la console nord-américaine, à cause du loader un peu toaster, VHS, un peu moins parce que les connecteurs souvent vont être faulty de la façon que ça rentre. C'est pour ça qu'il y en a un peu moins actuellement sur le marché. Par contre, on voit encore beaucoup de consoles NES dans les magasins de jeux usagés et de jeux. Généralement, ça nettoyer le connecteur, changer la pile pour la sauvegarde. Et c'est réglé. Il y a plein de vidéos tutoriels sur YouTube pour nous montrer. C'était un char d'assaut, cette console-là et ces jeux-là. Mais la console, la machine, elle, je comprends, mais la cartouche... La cartouche aussi. Cartouche aussi? La cartouche, généralement, c'est que de nettoyer simplement le connecteur à l'intérieur. Souffler dedans, c'était pas la bonne solution à l'époque pour enlever la poussière, mais est-ce que tout le monde faisait pareil? Oui. C'est un peu le même principe. Quand en soufflant dessus, on va mettre de la salive, on va faire rouiller des connecteurs. C'est là venait le problème. Mais nettoyer avec un bon alcool à friction, quelque chose pour nettoyer, y aller. Là, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire ah mon Dieu, hérésie, alcool à friction. Mais pour les gens pauvres comme moi. Ou puis mettre une batterie de montre pour remplacer. Parce que la sauvegarde était faite par une batterie de montre qui pourrait durer des années. Tu mettais une batterie de montre, ça dévisse, mais une batterie de montre dedans et c'est réglé. Okay. La cassette normalement marche à moins qu'elle ait trempé dans le Pepsi pendant trop longtemps. Ça, c'est autre chose, là, j'en connais. Non, mais c'est ça que je disais tantôt, à partir du moment, parce que pour ça, moi, le marché de la location, c'était, moi, je me rappelle dans le temps qu'on avait, moi, j'ai travaillé dans des clubs vidéo dans les années 90, là, début des années 90, puis... il les ramenait tout scrap. Oui, effectivement, la majorité du temps, ça faisait 3 semaines que tu l'avais, le jeu, puis il marchait plus, parce que, puis là, tu l'envoyais en réparation, puis là, elle revenait. Mais tu sais, la personne pouvait jouer 2-3 fois avec, puis c'était fini. Là, à un moment donné, il revenait, puis là, tu ne peux plus la réparer parce que là, c'était comme il y avait une usure, puis qui faisait. C'est entre autres pour ça que Nintendo crée ses centres de réparation. Parce que c'est une autre façon pour eux d'avoir de l'argent. Chercher de l'argent, effectivement. Parce que s'ils étaient les seuls autorisés à réparer, ils avaient le contrôle de leurs produits, et deuxièmement, il y avait l'argent qui venait avec. L'autre affaire aussi qui vient avec les locations, le premier venu avec Blockbuster, qui était la plus grosse compagnie à l'époque, qui pensait Vidéotron. Ça n'existe plus, Blockbuster. Non, c'est ça, ça fait faillite il y a quelques années. Mais c'était énorme aux États-Unis, tu en avais partout. Donc, quand Blockbuster commençait à faire de la location de jeux vidéo, Nintendo a fait non. C'est allé en cours parce qu'il y a une question de droit d'auteur là-dessus. Mais comment ça s'est réglé, c'est que Blockbuster a promis de probablement louer plus tard que la sortie pour que les pas scraper les ventes. Puis deuxièmement aussi, c'est que les manuels, ce qui est intéressant, c'est que Blockbuster devait produire leur propre manuel pour les jeux. Ils n'avaient pas le droit de mettre les manuels officiels dans les locations. De Nintendo. Question de vraiment faire sacrer les parents et les enfants. Ben ouais. Donc, ils devaient produire leur propre manuel Blockbuster à mettre dans les cassettes. Ben, c'est de l'argent, ça, là. Oui, c'est beaucoup d'argent. Fait que Nintendo a vraiment pas fait une petite jambette à cette industrie-là, tout en la créant un peu malgré eux. C'est des ventes pareilles. Mais on dit, gars, non, le monde va se tanner puis on va venir l'acheter après. Ouais. Fait que ils savaient un peu ça faire des démos. OK. Là, la console a arrêté de produire quoi en 93. En 93, le jeu est sorti du marché en 95. Puis on arrive avec le Super Nintendo. Qui est le successeur direct, qui est un peu la réponse de Nintendo à la Genesis. À la Genesis, oui. Genesis a eu le temps de s'implanter longtemps. Après ça, c'était une guerre longtemps sur des bits et des qualités graphiques, du framerate qui n'a pas vraiment rapport au bout de la ligne. Mais il avait changé le concept. Hein? Le boîtier, c'était plus la cartouche qui se rentrait comme un 3/4 de pouce, c'est-à-dire par en avant, puis on fermait. Là, il était rendu sur le dessus comme la Genesis. À cause des problèmes, justement, que le système à la VHS que la NES avait sur les connecteurs, on a décidé d'aller comme la Genesis, simplement. Puis le top loader, parce que
c'est vraiment plus proche de ce qu'il y avait au Japon. De toute façon, c'est vraiment plus facile à produire aussi que de produire 2 lignes de consoles différentes. Parce qu'au Japon, il y avait la Super Famicom qui était le pendant. L'extérieur était un peu différent, mais pas autant que la Famicom, qui ressemblait plus à une Master System, pour ceux qui connaissent ça, en blanc et rouge, que la NES, qui était comme un autre animal en dehors de l'architecture interne. L'extérieur, ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, les cassettes japonaises, ça prend un adaptateur pour les rentrer dans les jeux japonais, les jeux américains, si vous voulez jouer à les jeux japonais. Oui, parce que si tu as une cartouche que tu achètes au Japon, elle ne joue pas ici, vice-versa. Il y a aussi une affaire, c'est que Nintendo était l'un des premiers à sortir les codes des régions sur leurs jeux. Donc, on ne pouvait pas jouer un jeu japonais, il était zoné. Faut pas qu'on le joue au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Y avait-tu un moyen de contourner ça? Oui, il y avait moyen. Les Game Genie compagnie, il y avait des puces qui permettaient de bypasser la puce d'identification Nintendo ou de la shorter, dépendamment. À quel point tu tenais à ton jeu. Mais à l'époque, ça, personne ne le savait vraiment. Ouais. Donc oui, il y avait ça. Il y avait une possibilité de passer, outre les mesures de défense de Nintendo, d'ailleurs, comme juste les compagnies pirates qui allaient essayer de faire à leur tête, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient créé leur propre puce pour émuler celle de Nintendo. Ça a été une guerre en cours. Ben oui, comme d'habitude. Mais parce que je me rappelle, puis dis-moi si je me trompe, je me rappelle qu'au Japon, il y avait leur jeu. Oui. Quelquefois, tu avais les mêmes jeux sur les deux continents, mais les Américains avaient leur jeu aussi, mais c'était pas nécessairement les mêmes choses. Fait que des fois, tu avais des choses que tu voulais jouer, mais que tu pouvais juste avoir au Japon. Oui. Fait que d'un côté, c'était plate pour... On parle de tous les Final Fantasy. Final Fantasy 3, qui est sorti au Super NES, était pour de vrai le Final Fantasy 6. Donc, on a eu Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5 sont sur la Nintendo régulière. Sont pas sortis. Puis là, on a eu le Super NES qui était... Notre Final Fantasy 3 était le Final Fantasy 6. Et il y a aussi des questions de régionalisation. C'est beaucoup plus dur de prendre un jeu, de le régionaliser. Puis souvent, ça avait beaucoup de retard. Les jeux pouvaient sortir quasiment 6 mois à 1 an en retard sur le Japon et plus. OK. Puis le marché est différent, on parle de 37% par rapport à 30%, 57% de marge. L'autre affaire, c'est que les joueurs nord-américains ne sont pas des joueurs japonais. Des JRPG. C'est pour ça que, d'ailleurs, que la Microsoft s'est toujours pété la gueule au Japon. Ils n'ont jamais compris le marché japonais. Les Japonais veulent des jeux longs, des jeux qui en ont pour leur argent, qui vont durer des 80, 100 heures. Les Nord-Américains veulent un jeu qui gagne tout de suite. Fait que Microsoft ont une mentalité nord-américaine de on va sortir un jeu de course, la course va durer 10 minutes, le gars sont fixes, il peut arrêter de jouer, puis on recommence demain matin. Au Japon, jouer 10 minutes dans ta journée, tu as l'impression de te faire avoir un petit peu. Tu as besoin de quelque chose de plus long. C'est ça. Fait que tu as besoin d'avoir des... comment on appelle ça dans les courses, là, les endroits où est-ce que les véhicules s'arrêtent là, pour... Des pit stops. Ouais, tu as besoin d'avoir pas mal de pit stops sur le... Ton course a intérêt d'être solide. Là. Ça prend du rallye quasiment. Là. Hey, pour finir, juste une petite chose. Il n'y a pas longtemps, je pense que c'est à Noël, le Noël qui vient de passer, il y a une console qui est sortie qui ramenait des vieux jeux d'époque. Ça avait un rapport avec Nintendo, si je ne me trompe pas? Oui, c'était une NES miniature qui avait une carte mémoire interne parce qu'on ne pouvait pas mettre de jeu dedans, elle était trop petite, elle était grande, je dirais comme une tablette, là, même pas. D'ailleurs, elle a été discontinuée il y a quelques jours, ce qui est dommage parce que Nintendo en ont vendu énormément et la rareté s'est faite... je pense qu'ils ont vendu quasiment tout off the bat aux premières ventes, là, qui venaient avec les deux manettes qui ressemblaient à des manettes officielles de l'époque. Puis tu avais quelques jeux de Nintendo officiels, tu n'avais aucun jeu de third party là-dessus, aucun jeu de compagnie différente. Tu avais quoi, une trentaine de jeux, je pense? Des classiques, ça, Mario Bros 1, 2, 3, Zelda 2, des trucs qui ont marqué nos enfances, en guillemets. Puis c'est ça, c'était sur une carte, fait qu'on ne pouvait pas ajouter de jeux. Mais c'était quand même à 30 jeux, je pense qu'à 100$, 30 jeux, tu en avais pour ton argent. Ah, j'espère. Ben, ça dépend. À un moment donné, il y en a qui ont mal vieilli, par contre. Hein? Il y en a qui ont mal vieilli, par contre. Oui, non, ça, c'est sûr. Ben, comme tout. À un moment donné, tu as du bon, tu as du mauvais. Mais non, mais je disais ça parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de querelles sur le marché où est-ce que les gens disaient ça vaut pas la peine d'investir là-dessus parce qu'en réalité, c'est juste pour l'irider comme nous autres qui veulent juste se rappeler leur enfance parce qu'ils peuvent plus l'avoir ou qui ont vendu leur Nintendo puis ils l'ont plus. Ou qui sont pas capables d'avoir un émulateur sur leur PC. Ouais, quelque chose du genre, mais que les jeunes s'amuseront pas là-dedans parce que la qualité de graphique est loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui, sauf que personnellement, je trouve que les jeux de cette époque-là étaient peut-être plus intéressants que ce qu'ils sont aujourd'hui parce que c'est pas du tout la même. C'est du Kiss qui est stupid and simple. Oui, non, c'est ça. C'est le fun parce que c'est simple. Exactement. Aujourd'hui, c'est complexe. L'environnement 3D, c'est ça, OK, c'est beau graphiquement, mais il me semble qu'il n'y a pas le challenge de réaliser un jeu Nintendo comme il y avait à l'époque. Mega Man à deux pitons, c'est quelque chose. C'est ça, c'est tough. Là. Contra,
Mets ça dans les mains d'un jeune de 10 ans aujourd'hui, là, il va te prendre tirer la manette d'un mur. Il va refaire la décoration. Hey Julien, un gros merci. Ça fait Puis plaisir. ça aussi, on va avoir la chance de se reparler de plein d'autres consoles de jeux vidéo, se rappeler des bons vieux souvenirs. Et je tiens à ma chronique sur le Texas Instruments, Oh oui, je vais, VIC-20, trouver, VIC-64. je vais te trouver ça. Juste en revenir là, pour dérouter tout le monde qui n'a pas connu cette période-là, de se rendre compte à quel point que même dans le monde du jeu vidéo, il y a eu un âge de pierre. Ah ouais, ben, pong. À peu près ça. Merci beaucoup, Julien. Merci, toi. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.